Bien, bonjour Luc. Alors, Luc, on va se voir en fait pour quelque chose qui est un petit peu particulier. En fait, on va répondre à une question qui a été posée par quelqu'un qui a suivi un épisode que j'avais mis en ligne sur la fiscalité, un néophyte. Alors, je vais lire sa question et puis voilà. Alors, Alexis, puisqu'il s'agit d'Alexis, m'avait dit, connaissez-vous un outil packagé qui permet à partir de quelques informations sur l'investisseur et le potentiel d'investissement, d'obtenir une projection à long terme en fonction de la fiscalité choisie. Alexis, en fait, c'est quelqu'un qui, comme il l'avait écrit, il s'intéresse à l'immobilier récemment. Il a été un peu échaudé par des personnes peu scrupuleuses qui donnent un peu des conseils à tout va. Et là-dessus, je renvoie à l'épisode qu'on avait fait ensemble sur la question de l'investissement et où on avait fait une parenthèse l'un et l'autre assez longue sur cette question de gens qui racontent un peu n'importe quoi. Et puis voilà, bon, c'est un problème récurrent d'Internet. Et donc, Alexis, j'ai bien compris qu'en fait, sa question, est-ce qu'il existe, voilà, un petit peu un logiciel, quelque chose qui permet de répondre à toutes les questions. Alors, on sait un petit peu quelle va être la réponse dans un premier temps, et puis ensuite, vous allez, Luc, nous parler en fait d'une petite solution que je trouve assez intéressante, et ça va être l'occasion. Alors, ça existe une application comme ça, miracle? Non, sans Voilà. grand suspense, ça n'existe pas pour une raison qui est simple, c'est que la limite des outils, c'est que ça fait rentrer dans des cases. Et parfois, les cases, elles ne suffisent pas parce que, en fonction de l'appétence qu'on a sur l'exploitation du bien immobilier, sur la législation qui évolue, sur la fiscalité, sur la volonté d'exploitation, sur le montant des travaux, sur le contexte, la transmission, en fait, c'est compliqué. Et souvent, les logiciels qui existent, tous confondus, ils manquent de précision. Si on veut aller sur une estimation de l'exploitation des biens immobiliers qu'on va acheter, par exemple, je vais acheter tel bien immobilier et je veux connaître par rapport au marché le positionnement, je veux connaître par rapport au marché la rentabilité, je veux avoir une idée de la fiscalité, je vous recommande l'e-box. L'e-box, très bien comme solution en ligne, je connais les deux frères qui l'ont créé, très très bonne valeur, je vous le recommande. Les autres Alors, solutions Luc, excusez-moi de vous arrêter. On peut en dire quelques mots un peu plus sur cette solution? sur Je l'e-box, vais mettre, je vais bien mettre, sûr. je mettrai le lien. Très bien. Ouais. C'est l'ebox.fr, c'est une solution française. Ce sont deux frères qui sont investisseurs, qui à un moment donné se sont dit comment on pourrait trouver des biens immobiliers sur le marché sans à chaque fois passer du temps parce qu'on ne connaît pas le secteur immobilier sur lequel on investit, de quelles informations on a besoin en termes d'exploitation, en termes de travaux, en termes de négociation, en termes d'emprunt bancaire. Et donc, ils ont créé une solution qui est plutôt performante où ils viennent analyser tous les biens qui sont vendus sur le marché ou proposés, avec une antériorité d'ailleurs sur les biens immobiliers qui ont été publiés. Par exemple, sur Le Bon Coin, s'il y a une annonce qui était mise à 100 000 euros et qui après, cette même annonce, elle est mise à 80 000 euros, bien, en fait, on retrouve l'historique grâce à l'e-box. Et quand vous choisissez le bien immobilier, vous avez tous les calculs qui s'affichent et qui vous disent voilà, par rapport au marché, les loyers qui se pratiquent, c'est ce niveau de loyer là. Si vous faites des travaux, voilà comment ça va impacter le bien, les frais d'acquisition et ainsi de suite. Donc c'est une solution qui est plutôt pertinente et comme vous le savez, j'ai accompagné beaucoup d'investisseurs que les investisseurs apprécient. Donc pour l'immobilier, c'est bien. Évidemment, cette solution, c'est pour investir, mais il y a une limite. La limite, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cadre de la succession? Est-ce que la solution qui m'est proposée, c'est la meilleure pour moi? Parce que là, on propose en fait des scénarios. De dire, si je veux faire du nu, si je veux faire du meublé, combien je vais faire de travaux. Mais par contre, il n'y a pas de stratégie derrière. C'est simplement, si je fais ça, la conséquence, le résultat, c'est ce que je vais obtenir. Et c'est en ce sens-là que tous les outils qui existent limitent finalement la réflexion. Et parfois, sur le papier, on se dit, oui, pour atteindre le maximum de la rentabilité, c'est cette voie-là que je dois suivre. Mais par contre, quid des autres thématiques? D'un point de vue patrimonial, est-ce qu'en termes de valorisation, c'est ce qu'il y a de plus adapté? En termes de transmission, est-ce que c'est ce qu'il y a de plus adapté? D'un point de vue juridique, compte tenu de l'évolution de la législation, est-ce que c'est ce qu'il y a de plus adapté? Dans le cadre d'une séparation, est-ce que c'est ce qu'il y a de plus adapté? Dans le cadre d'un décès, est-ce que c'est ce qu'il y a de plus adapté? Et donc, il y a d'autres questions. Et évidemment, l'outil, compte tenu des variables, serait trop complexe. Je vais donner également
puisqu'on est dans cette ère-là qui est en train d'évoluer, l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle, ça pourrait être le cas. Je vais prendre ChatGPT, par exemple, avec lequel moi je m'amuse beaucoup, où on pourrait établir toute une réflexion, de dire, ben voilà, ma situation, c'est je suis marié, j'ai 2 enfants, mon patrimoine est de temps, je veux investir dans l'immobilier, et ainsi de suite. Aujourd'hui, ChatGPT ou les intelligences artificielles que j'ai testées ne sont pas capables de le faire, quand bien même nous sachions établir avec précision notre situation, ça veut dire qu'on a déjà une certaine réflexion, une certaine maturité sur la gestion de patrimoine. Mais en plus, ChatGPT, souvent, je prends cet exemple-là, parce que c'est celui que j'ai le plus éprouvé, c'est faux. C'est-à-dire que les réponses qu'il donne sont fausses, parce qu'il y a des éléments en fait, qu'il n'arrive pas à interpréter, à considérer. Tout à fait. Donc pour répondre de Alors, manière directe, non. ouais, on est d'accord là-dessus. Je rebondis juste sur ChatGPT que moi aussi j'ai utilisé beaucoup dans un contexte patrimonial et fiscal pour le tester. Et honnêtement, on est à la ramasse sur beaucoup de sujets. Le plus inquiétant, c'est qu'il donne quand même, il y a une proportion de réponses fausses qui est assez importante. Et je pense que toute la difficulté à ce moment-là pour le néophyte, c'est de déceler là où les réponses sont fausses. Quand on connaît, quand on maîtrise, bon bah ok, on lit la réponse de ChatGPT et on voit où le bas blesse, mais ça serait le problème de celui qui se reposerait à 100% sur ce type de solution. On est d'accord. Alors peut-être que dans quelques années, ça deviendra plus pertinent. Aujourd'hui, il faut s'en méfier beaucoup. Et complètement, complètement. Et le pire, c'est que parfois, quand on demande de vérifier, eh bien, il va insister. Et quand on insiste encore, il dit excusez-moi, je me suis trompé. Et donc, effectivement, pour le néophyte, pour moi, aujourd'hui, c'est dangereux. Donc, il faudrait recroiser les sources. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut dire que c'est du temps, c'est de l'investissement, c'est de l'information. Et après, c'est un choix. C'est est-ce qu'on prend ce temps-là, et ça peut être une bonne voie, ou alors est-ce qu'on se fait accompagner avec une autre difficulté. On en a parlé la dernière fois, c'est qu'il y a professionnel et professionnel. Donc là aussi, c'est un temps où il faut choisir les personnes avec lesquelles on va collaborer. Donc non, l'outil pour répondre à la question initiale, il n'y a pas d'outil magique. Malheureusement, peut-être que ça viendra dans le futur. Il n'y a pas d'outil qui permette de réaliser l'intégralité de ces sujets. Tout à fait. Et bon, c'est bien. Encore une fois, on est un peu sur la même longueur d'onde et je confirme complètement ce que vous dites. Oui, il n'y a pas d'outil effectivement qui existe. Cela dit, il existe des petites solutions. Alors petites, attention, c'est pas péjoratif de ma part, mais c'est vrai que la question d'Alexis, Alexis, il a beaucoup d'ambition dans la réponse qu'il aimerait avoir. Effectivement, si on répond clairement à sa question, l'outil qu'il rêverait, cet outil n'existe pas. Pour autant, on a des moyens d'approcher quand même, de simuler. Et c'est là que j'aimerais que vous allez partager votre écran et vous allez nous présenter une solution que je trouve assez intéressante et qui permet déjà de débroussailler le terrain. Je pense, hein, si je le, vous dites si je présente mal les choses. Non, vous présentez bien. L'idée, c'est que nous, on accompagne dans le cadre du cabinet beaucoup de chefs d'entreprise, de cadres dirigeants et également des investisseurs. Alors, il y a des personnes qui sont modestes, il y a des personnes qui sont aisées. Et l'idée, ça a été à un moment donné de pouvoir partager, d'ailleurs je l'avais partagé à l'époque sur LinkedIn, un outil qu'on a créé, qu'on a mis plusieurs années d'ailleurs à développer au sein du cabinet. Mais l'idée, c'était de se dire comment on peut contribuer davantage au marché des investisseurs sans pour autant que ça leur coûte. Et on a développé une solution sous Excel que nous avons protégée et qui nous permet effectivement de réaliser, ou qui permet aux investisseurs de réaliser plusieurs simulations d'investissement. Donc ça reste graphique, ça reste agréable. Après, on n'est pas sur un software digne de ce qu'on peut trouver aujourd'hui en ligne sur des solutions SaaS, mais suffisamment. On voit que sur cet outil-là, que vous pouvez retrouver soit sur l'Académie du patrimoine ou si vous m'envoyez un message sur LinkedIn, mais c'est Académie du patrimoine School, S-K-O-O-L, si vous voulez retrouver. C'est une académie sur laquelle il y a de l'éducation financière et où vous avez accès à toutes les formations que j'ai créées, mais également aux outils de ce type-là d'ailleurs. Donc, vous avez des personnalisations, ça peut vous servir quand vous allez voir la banque, mais par exemple, tout ce qui est en jaune, vous pouvez le modifier. Donc, vous voyez, par exemple, ici, je pourrais mettre, je ne sais pas, par exemple, projet Eric. Voilà. Et tout ce qu'il y a qui n'est pas en jaune, ça se calcule automatiquement. Donc là, la première page, c'est
un tableau de synthèse, donc avec un résumé, avec le rendement brut, le prix d'achat négocié, le travaux d'ameublement. Bon, je vous laisserai faire une pause sur la vidéo si vous voulez regarder. Mais l'idée, c'est que vous retrouviez en une page votre projet. Et ensuite, cette page-là, elle vient à être alimentée par les autres pages, les autres onglets du classeur. Alors, soit vous pouvez y aller par en bas, soit sur la gauche. Mais vous voyez que la première page, c'est l'acquisition. Donc ici, vous allez retrouver la ville, donc comme tout à l'heure, les pages jaunes, enfin les pages jaunes, plutôt les onglets jaunes. Donc par exemple, la ville, on va dire investir à... où est-ce qu'on va investir à Amiens. Voilà. Et donc là, il n'y a pas d'impact, hein, c'est simplement du nominatif. On a le type de bien, donc là c'est pour vous. Par exemple, vous pouvez mettre un T4, vous pouvez mettre le quartier que vous voulez. La surface, vous pouvez mettre 100 mètres carrés. Le prix d'achat initial. Et après, les calculs se font automatiquement. Et à chaque fois, dessus, on a pris le temps de vous mettre des petites coches pour vous retrouver directement. Oui, c'est fait, c'est bien moi qui l'ai rempli ou non. Et vous avez à chaque fois des petites coches rouges qui vous donnent des précisions. Par exemple, là, on vous dit, la case, quand vous êtes dessus, compare le prix moyen pour un appartement moyen, ni dégradé, ni de haut standing, au prix d'achat négocié plus travaux. Ici, par exemple, on vous donne le pourcentage du prix d'achat du bien. Donc, ça vous donne des informations et c'est très complet. Donc là, vous voyez, on a le prix d'achat, on a le bien qu'on a acheté par rapport au marché. Est-ce que c'est plutôt une bonne affaire ou non ? Est-ce que vous vous êtes fait accompagner pour trouver le bien ou pas ? Ensuite, vous avez les frais de transaction, les frais de notaire, les frais de dossier du notaire, les frais d'agence. Est-ce que vous avez créé des statuts si c'est dans le cadre d'une société ? Est-ce que vous avez réalisé un apport ? Est-ce qu'il y a des travaux ? Est-ce que vous avez un apport personnel ? Ensuite, il y a une partie qui recalcule votre taux d'endettement avec les loyers pondérés ou pas pondérés. C'est pas le taux d'endettement tel qu'on l'entend ici, je l'ai remis, c'est le taux d'effort qui est proposé par le Haut Conseil de la stabilité financière. Et ici, je réexplique. Voilà, donc là, vous avez les explications à chaque fois. Et ça pour chacun des onglets. Alors l'idée, c'est pas qu'on passe une demi-heure sur l'outil, mais c'est que vous compreniez que à chaque fois, il y a des onglets qui viennent impacter le tableau de bord. Donc le premier onglet, c'est le premier pas, c'est qu'est-ce que j'achète. Deuxième onglet, sont les rôles. Excusez-moi de vous arrêter. En fait, ça veut dire aussi une chose, c'est que j'y vois une vertu assez pédagogique, ce qui permet en fait à quelqu'un de non seulement de simuler, mais aussi d'avoir des explications complémentaires qui font que les résultats vont pas lui être comme ça délivrés directement sans aucune explication. Moi, je vois des commentaires qui sont assez intéressants, notamment sur le taux d'endettement, la manière dont vous l'avez calculé, ce qui peut grandement aider aussi quand on monte un dossier pour une banque. Complètement, parce que je réexplique par exemple qu'il y a une différence entre le taux d'effort qui est de 35%, comment les banques le traitent, quelles sont les règles qui sont liées au... Enfin, les banques peuvent dépasser ce taux d'endettement, ce taux d'effort de 35% qui est préconisé par le HCSF. Et puis les personnes, si elles veulent aller plus loin, l'accès est gratuit sur la formation sur le financement bancaire. Il y a plus de 10 heures de vidéo. Mais effectivement, il y a cette notion d'outil et à la fois de pédagogie. Et également d'aller voir la banque avec ce dossier, enfin cette partie chiffrée du dossier. Il y a un dossier qui est aussi un outil qui est plus complémentaire auquel ils ont accès dans le cadre de la formation. Je répète, qui est gratuite. Donc, première partie, qu'est-ce que j'achète ? Et ça me permet de me rendre compte, est-ce que à ce stade-là, déjà, je fais une bonne affaire ou pas par rapport au marché ? Et j'ai une idée également de combien je vais devoir emprunter. Parce que parfois, les personnes se disent, est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas emprunter ce montant. Deuxième partie, ce sont les revenus qui sont liés au projet. Et c'est pas la même chose si je fais de la location nue ou meublée longue durée ou si je fais de la location courte durée. Donc il y a aussi une réflexion à avoir et ça m'oblige à me poser des questions. Parce que si je n'ai pas les réponses sur ces parties-là, ça veut dire qu'a priori j'ai manqué un élément dans ma réflexion. Donc c'est aussi un guide de dire ok, deuxième étape. Troisième étape, donc là, pareil, je reviens ici, vous pouvez, si vous changez, par exemple, l'annuité, ici, je suis en courte durée, je vais mettre au lieu de 90 €, je vais mettre 120 €. Hop, automatiquement, vous voyez que mon loyer qui est perçu annuellement hors charge, il change. Si je change le taux de remplissage, là j'ai mis 90% parce que c'est un taux de remplissage qui est généralement visé à minima, mais si je mets 70%, ça impacte également mes loyers. Et ça, c'est des critères qu'on peut mettre. Pareil ici, est-ce que j'ai de la vacance locative, pas de vacances locatives ? Par exemple, si je mets 2 mois de vacances locatives, ça impacte.
Donc là, je vais remettre comme c'était pour l'exemple. Ensuite, on arrive au niveau des charges. Et donc, il y a des charges qui sont communes à tous les biens immobiliers, taxes foncières, charges de copropriété, frais d'expert comptable si c'est du meublé ou pas. Donc, on peut les sortir, on peut mettre 0. Par contre, il y a des charges qui sont spécifiques à la location longue durée et il y a des charges qui sont spécifiques à la location courte durée, LCD. Donc, par exemple, la conciergerie, est-ce que je fais appel ou pas? Ménage, blanchisserie, les check-in, les check-out, qui c'est qui les gère? Les channel managers, est-ce que le Booking ou est-ce que Airbnb, par exemple, me prennent des commissions ou d'autres? Donc ça, c'est intéressant parce que ça force encore une fois la réflexion. Et puis, on arrive sur une partie qui intéressait Alexis, les impôts. En fonction des caractéristiques que j'ai remplies sur les revenus, les charges, les échéanciers, les graphiques, les rendements, je peux revenir ici et je peux choisir mon régime fiscal. Alors attention, parce que le régime qui est réalisé ici, c'est le régime fiscal qui correspond à l'année 2023 et 2024. Mais par contre, ça ne veut pas dire que dans le temps, ça sera toujours aussi adapté. On est d'accord. On l'a téléchargé, alors peut-être que je le mettrai à jour. Mais il faut quand même avoir une vigilance. C'est pas un outil en ligne qui est mis à jour régulièrement. Donc, mais de toute manière, ça donne l'idée de la rentabilité du projet. Donc vous pouvez changer les cases ici, mais surtout avec l'ascenseur, pour comparer les profils, vous voyez, vous avez, est-ce que je suis loueur meublé non professionnel? Est-ce que je suis loueur meublé professionnel? Est-ce que je vais être en micro BIC? Est-ce que je vais être au micro foncier? Est-ce que je vais être sous une forme en SCI? Et en fonction de ce que je choisis, eh bien, ça change ma valorisation brute, net, donc après charge, après impôt et charge, après impôt, charge et crédit. Ça me donne le taux de rendement interne que j'explique également, comment il est calculé. Voilà, donc c'est assez riche d'informations. Ça nous dit si on a une trésorerie excédentaire, donc ce qu'on appelle communément le cash flow. Et en fonction de ce qu'on choisit, ça impacte. Donc c'est intéressant de se dire, parce que souvent on voit sur le marché, oui, vous avez du cash flow, oui. Alors, il n'y a pas que la stratégie qui concerne une trésorerie excédentaire qui est intéressante. On peut avoir une stratégie de valorisation, on peut avoir une stratégie d'achat-revente, mais ici, ça vous permet d'avoir une vue sur, en fonction du bien que j'achète, des revenus que ça va générer, des charges que ça va générer, du régime fiscal que j'ai choisi et du véhicule que j'ai choisi, quels sont les chiffres qui correspondent à la réalité. Tout à fait. Et ça permettra effectivement de commencer à se poser des bonnes questions. Et puis je fais une parenthèse évidemment sur la question fiscale. On est d'accord, au moment où on enregistre, on est fin août 2024. La loi de finances pour 2025 évidemment n'est pas votée et elle est d'autant moins votée qu'il y a des incertitudes politiques qui vont demeurer et que là-dessus, effectivement, il faut rester extrêmement prudent. C'est pas avant la fin de l'année, a priori, qu'on en saura davantage sur à quelle sauce fiscale on sera mangé en 2025. Donc, mais là, la prudence, elle est toujours de mise, évidemment. Oui, et pareil sur les logiciels ou les outils que vous utilisez, et moi c'est ce que je constate souvent, tous confondus, c'est que soit ils ne sont pas mis à jour, soit il y a des scénarios dont ils ne tiennent pas compte, par exemple ils ne tiennent pas compte des amortissements, ils ne tiennent pas compte de la ventilation, et donc là je parle du meublé ou en forme sociétale sous le régime de l'impôt des sociétés. Donc il y a des éléments dont ils ne tiennent pas compte et cet outil-là n'y déroge pas dans le temps les actualisations. Donc posez-vous la question, l'outil que je m'apprête à utiliser, est-ce qu'il est toujours utile? Est-ce qu'il est toujours adapté? Est-ce que dans les grandes lignes c'est OK? Ou alors est-ce que non, ça a tellement changé que c'est faux? Voilà, donc ça c'est des réflexions qu'il convient d'avoir. Vous avez donc, là on a vu la partie impôt, vous avez la partie rendement, là qui est plus visuelle, où vous pouvez directement cliquer si vous êtes en LMP, loueur meublé professionnel, ou LMNP, ça vous ramène ici, et vous avez tous les chiffres voilà, qui sont exposés. Donc là c'est plutôt pour voir vos rendements, voir si c'est pertinent ou pas. Vous pouvez descendre, vous pouvez le faire à la main, en SCI à l'IS ou pas. Donc là je vais remonter en haut. C'est ce qui nous intéresse. Oui, parce que là encore, l'intérêt de votre outil, c'est qu'on va simuler une possession du bien en direct, mais on va aussi simuler dans le cadre d'une société de type SCI pour voir ce qui va se passer aussi sur le plan fiscal. Exactement. Et voir les conséquences que ça peut avoir, même d'un point de vue comptable avec les amortissements. Nous avons l'échéancier, donc là où en haut on peut mettre la durée et on peut mettre
la durée des amortissements, notamment pour les travaux, Mm. et on peut également les ventiler, alors pas les travaux, mais ventiler les frais. Les travaux, vous savez qu'il y a une différence entre si on rénove une toiture, par exemple, c'est pas la même chose que si on fait une rénovation d'une pièce de la maison, je sais pas, les peintures, par exemple. Ouais. Donc ce n'est pas la même chose. Mm. Donc voilà. Et après, vous avez une vision qui est un peu plus graphique en fonction de ce que vous aurez renseigné. Donc là, c'est certainement petit. Peut-être que d'ailleurs, je peux grossir pour que vous puissiez voir. Donc là, j'ai pas rempli pour l'exemple. Donc vous voyez les amortissements qui sont concédés dans le temps en fonction de si c'est loueur meublé professionnel, loueur meublé non professionnel. Vous avez les tableaux, les graphiques. Là, il n'y a pas de graphique. Sur le LMNP bicoréel, c'est différent évidemment parce qu'il y a une croisée entre les amortissements et puis avec l'imposition. Donc vous pouvez observer au fur et à mesure qu'est-ce qui est fait en fonction de l'option que vous avez choisie. Voilà, donc ça vous est offert de toute manière, sans aucune contrepartie. Vous pouvez vous inscrire sur l'Académie du patrimoine School que vous pouvez retrouver ou que Eric mettra en lien. Et quand vous avez accès dans l'Académie, vous avez 7 jours qui sont gratuits. Donc vous pouvez prendre tout ce que vous voulez et repartir si vous n'avez pas envie de vous inscrire. Nous, on est plutôt dans une démarche de partage. Mais l'idée, c'est qu'au moins vous ayez des outils qui soient pertinents, qui aient été faits par des professionnels de ce métier-là. Très bien. Voilà je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode, évidemment. Et je pense qu'on répond à la question d'Alexis ici. Enfin, que vous répondez surtout, Luc, que vous répondez à la question d'Alexis. C'est un partage. Parce que vous êtes modeste, Eric. Il faut toujours l'être. Mais donc vous répondez à la question de Luc et que je peux la synthétiser comme ça. Non, il n'existe pas de logiciel miracle et rien de toute façon encore aujourd'hui ne remplacera l'atout, le conseil, l'accompagnement d'un professionnel. Mais pour autant, on a des outils comme celui que vous venez de partager qui quand même permettent de se poser des bonnes questions et de déjà travailler en amont sur un projet immobilier. Et on va assez loin quand même dans la démarche fiscale et patrimoniale ici. Complètement, c'était l'objet. Généralement, les personnes qui se font accompagner n'ont pas besoin de ce type d'outils parce qu'on le fait pour elles. Mais les personnes qui sont en autonomie, ça leur permet de poser un premier jalon et, comme vous l'avez justement dit, de se poser des questions. Uniquement ce type d'outils-là ou les autres outils qu'on pourrait trouver sur la partie financière. Mais toute la partie qui va considérer la partie patrimoniale, matrimoniale, là ça concerne plutôt la partie économique, ce qu'on a vu, mais ensuite la partie du droit, la partie de la succession, évidemment, ce type d'outil-là, il n'est pas du tout adapté. Oui, d'accord. Ouais. Mais là, on tombe dans une autre dimension, effectivement. Oui. Voilà, Alexis, j'espère que Eric et moi, on aura contribué à vous apporter une réflexion et surtout une réponse sur ce que vous attendiez. J'espère qu'Alexis nous fera un retour. En tout cas, encore une fois, Luc, merci beaucoup pour vos réponses et la qualité de vos approfondissements. Merci.